investir sur BFM Business. On s'occupe de votre culture financière et de votre culture immobilière. Pour finir la semaine, nous allons parler d'immobilier d'activité avec John Balté. Bonjour John. Bonjour. Vous êtes directeur marketing du groupe GSE. Vous êtes en duo ce matin avec Alexandre André, président d'Alto REIM. Bonjour. Bonjour Alexandre. On parle de locaux d'activité. Bon, alors peut-être que vous pensez qu'on allait parler de locaux et d'immobilier grand public, mais on va peut-être vous convaincre que c'est intéressant de s'intéresser aux locaux d'activité parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Alors, petit exercice de définition, peut-être Alexandre, avec vous pour démarrer. C'est quoi un local d'activité du point de vue de l'investisseur particulier qui nous écoute? Alors, un local d'activité, ça appartient à la classe d'actifs immobiliers logistiques au sens large du terme. L'immobilier logistique sont plutôt des immeubles qui sont au-delà de 10 000 m² et qui vont parfois jusqu'à 20, 50, 100 000 m². Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, ce sont plutôt les locaux d'activité. On voit par exemple ici un immeuble fait pour Enedis, par exemple. Donc une partie bureau, une partie activité qui va venir en connexion immédiate avec la partie bureau et qui va permettre, qui est généralement situé en périphérie immédiate des villes, beaucoup plus proche que l'immobilier logistique qui est plutôt proche des autoroutes. D'accord. Et donc, ce sont des locaux qui sont généralement bâtis sur des terrains de 5 000 m² et qui vont jusqu'à 1000, 5000, jusqu'à 1000 à 10 000 m² au grand maximum, mais en périphérie immédiate des villes, à l'opposé de la logistique qui sera plutôt à 30 ou 40, 50 km de la ville. John, vous, chez GSE, vous construisez des locaux comme ça. Quelle est la différence d'usage entre être à proximité ou être éloigné? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du constructeur? D'un point de vue constructeur, en fait, ce qui est intéressant sur ces actifs, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec des besoins plus variés, avec des bailleurs multi-bailleurs, en fait. Et on va se trouver aussi avec des différents types de contraintes par rapport à la dépollution, puisqu'en fait, on est proximité de villes. Voilà. Donc, en fait, c'est en fait assez intéressant puisque c'est plusieurs typologies d'utilisateurs également. Décrivez-nous ce qu'on fait dans les locaux d'activité. On stocke. Alors, on va trouver, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va trouver en fait des artisans, des PME, des TPE. Ça va être tout type d'activités. Ça va être des grandes sociétés, mais aussi des PME et des TPE. Donc, on va trouver vraiment une diversité. Généralement, on trouve 20% de bureaux et puis après 80% de stockage ou de lieux d'industrie. Enfin, de stockage, mais en fait. ouais, donc de production aussi. On peut fabriquer des choses, on peut aussi montrer des choses. J'imagine qu'il y a pas mal de showrooms dans ces locaux d'activité, ouais. Showroom, une partie bureau, beaucoup de showrooms généralement pour les activités de commerce de gros. Ouais. Voilà, c'est parfois aussi du laboratoire. Donc généralement, effectivement, une partie plutôt industrielle, du stockage, du stockage pour la messagerie du dernier kilomètre. On voit souvent justement les hubs volumineux en logistique qui viennent livrer les hubs du dernier kilomètre et qui, eux, vont délivrer les livraisons chez les particuliers ou les entreprises. Bon, on parle business dans cette émission, on parle investissement, on va réfléchir à comment on investit plus ou moins directement dans ces locaux d'activité, mais d'abord un petit point santé sur ce secteur. L'immobilier, c'est varié, il y a plein de sous-segments, enfin il y a plein de segments. L'immobilier logistique et en particulier ce segment des locaux d'activité, comment ça va ? Ça va plutôt bien puisque si on prend les chiffres de l'immobilier logistique en 2024, ils ont adressé plus de 5 milliards d'euros d'investissement et la partie et donc ça correspond à 40% des flux d'investissement vers ce segment, principalement tournés vers la logistique, les immeubles plus volumineux parce qu'il y a le retour des investisseurs internationaux sur ce segment. Pour la partie qui nous intéresse, plutôt locaux d'activité, c'est 30% de ce marché, donc déjà 1,3 milliard avec une progression toujours continue, assez stable en 23-24 et une progression déjà sur le T1 25 à plus de 5%, proche de 800 millions d'euros d'investissement sur ce segment. Même question, mais du coup de votre point de vue de constructeur, John, qu'est-ce qui dynamise ce marché ? On pense beaucoup au e-commerce. Est-ce que c'est un biais de perception ? C'est fait une partie, mais en fait c'est assez divers et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est aussi très intéressant pour les élus locaux et les collectivités qui cherchent en fait vraiment à créer de l'emploi
Les donc, maires ils vont, constructeurs. oui, tout à fait. Ils vont donc soutenir justement, soit dans le forme pour des PME, TPE qui vont avoir soit un bail intéressant ou leur permettre de travailler là pendant 3 ans pour qu'après ils vont prendre des ailes. Donc en fait, on trouve pas mal de dynamisme dans ce marché. Il ne faut pas oublier non plus, on a des taux de vacances dans les bâtiments qui sont proches des villes à 2%. 2%, ouais. 2%, et ceux qui sont peut-être dans les villes tertiaires, etc., on va trouver peut-être 10%. Donc en fait, ça montre une certaine dynamisme dans la demande de ce type de bâtiment. Dans la demande des clients de ces bâtiments, il y a une dimension étonnamment, je vais le dire un peu vite, verte, en tout cas RSE. On a envie de bâtiments modernes qui marchent bien, même si c'est parfois peut-être un peu la France moche, hein, des zones d'entrepôt, il faut le dire comme ça. Oui. On peut être, moche, mais RSE. Alors, je ne sais pas parce que... Je ne vais pas me faire des amis dans cette Non, mais je pense que là, vous touchez un point qui est intéressant, puisque en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans, ces bâtiments étaient un tout petit peu, je dirais, entrée de gamme, si je peux me permettre. Là, ce qu'on voit effectivement, c'est la demande évolue, on devient un peu plus qualitatif, on va mettre beaucoup plus de RSE. Donc, on a par exemple un projet à côté d'un des aéroports, justement, on va mettre de la géothermie. On est aussi en train de travailler beaucoup sur le confort, sur le taille humain dans le bâtiment lui-même. Donc, on voit effectivement que ça évolue. Après, ça demande des finitions qui sont demandées. Et le paradoxe dans ce marché également, c'est qu'on va voir soit des demandes de PME, TPE qui vont vouloir investir directement dans un bâtiment avec une certaine demande, ouais. Sauf que c'est un produit qui se livre à être standardisé. Ça, c'est le paradoxe d'un point de vue constructeur. Comment on met un peu d'eau dans ce que je viens de dire, Alexandre André? On voit le bâtiment qui est derrière nous. Décrivez-le pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est un local d'activité dont l'utilisateur est Enedis, qui est basé à Caen et qui est certifié BPOST. Donc globalement, on voit qu'il y a des considérations environnementales qui sont importantes pour les utilisateurs. Concrètement, il y a des panneaux solaires. Voilà, il y a des panneaux solaires, il y a des ombrières, il y a aussi une isolation renforcée, il y a une structure en bois pour l'empreinte carbone. Donc tout ça, ça va venir valoriser le patrimoine des investisseurs qui vont pouvoir s'y intéresser. Et par contre, la contrepartie, c'est qu'il y a un coût. Aujourd'hui, ce coût, autant les grands utilisateurs peuvent y faire face, autant l'artisan, la PME, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cet aspect-là, c'est pas si simple. Expliquez-moi, pardon. Enfin, je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est que, en fait, un point quand même qui est différenciant, c'est que le moment que vous parlez avec un utilisateur ou un investisseur, que le fait que vous allez épargner de l'argent, puisque vous allez mettre des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, des éléments comme ça, même si c'est parfois mutualisé, s'il y a plusieurs utilisateurs, ça intéresse beaucoup de monde. Parce que, en fait, les pompes à chaleur, on va être sur du break-even, donc le point mort dans peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. On a parlé de locaux, d'activités. On pense à l'industrie, aux artisans, on l'a dit. On a parlé de stockage, de production, on a parlé de showroom. On est quand même très lié à l'économie. On parle d'entreprises, de franchises, d'entrepreneurs qui ont quand même besoin d'investir dans un outil immobilier. Comment ce secteur peut garder ses promesses de dynamisme dans le contexte économique incertain? John. Déjà, ils ont des partenaires, soit dans les investisseurs, soit aussi dans les collectivités, qui sont là à soutenir. Donc, dans certains cas, ils ont un bail réduit pour 3 ans, soit dans certains cas, ils vont avoir, ou pas de bail même. Un bail réduit, ça donne de la flexibilité. Tout à fait. Donc, c'est moins engageant. Oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est un produit qui est très modulaire, donc ça permet aussi une certaine flexibilité dans la gestion de ce bâtiment. Voilà. Moi, sur le volet demande d'utilisateurs, effectivement, on voit que c'est très sensible à la croissance. Il y a encore une dégradation des perspectives de croissance. La Banque de France l'a évoqué. L'INSEE, je crois aussi, hier, a réduit ses chiffres. Donc tout ça, ça montre qu'on a besoin de renouveau avec une baisse de taux. On a besoin de confiance pour que l'entrepreneur puisse se projeter. Et aujourd'hui, vu le contexte international, le contexte politique en France, le contexte économique mondial, on est un peu, voilà, les entreprises attendent des signaux. On espère que sur 2025, on va pouvoir avoir la fin de cette situation, et que 2026, on a beaucoup d'attentes sur 2026, une fois qu'on aura la nouvelle loi de finances. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup plus de visibilité. L'impact de la baisse des taux, aussi des banques centrales, va vraiment être dans le marché à partir de début 26. Donc
Mais voilà, les entrepreneurs aujourd'hui sont prudents quand il s'agit d'investir. Gardez la parole, Alexandre. On se met du point de vue des investisseurs particuliers qui nous écoutent. Comment on accède à ce segment? On parle d'immobilier d'activité qui est, comment dire, un peu moins populaire ou un peu moins démocratisé que des parts de SCPI. Alors effectivement, nous, chez Altorheim, donc on est une société de gestion, on travaille sur ce qu'on appelle les clubs de l'immobilier. Donc, nos clubs de l'immobilier, nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers. Et donc, on adresse nos investisseurs à partir de 100 000 euros. Et nous créons des fonds entre 15 et 20 millions d'euros et qui sont distribués chez les CGP, dans les banques privées. Dans ces fonds, on retrouve ce type d'immeubles avec des preneurs grands comptes. Voilà, on parle d'Enedis, La Poste, voilà, qui sont solides financièrement. Ils s'engagent sur des baux qui sont longs, des immeubles qui sont neufs, qui sont vertueux aussi d'un point de vue environnemental. Et on a un rendement qui est pérenne sur une durée de vie de fonds à 10 ans. On va finir avec une question ressources, j'allais dire. Vous nous avez en introduction, Alexandre, expliqué qu'on était dans une zone proche des villes, que c'était un petit peu une des spécificités géographiques de ces locaux d'activité. On connaît la tension, la rareté des terrains encore disponibles ou de la capacité à raser et à reconstruire ces terrains. Justement, c'est une ressource de plus en plus rare. John, alors comment on peut imaginer l'évolution de ce segment immobilier dans un futur où voilà, les zones constructibles ou aménageables se raréfient, quoi? Alors justement, il y a plusieurs solutions qui arrivent. Donc nous, on commence à faire des bâtiments multiniveaux. Donc ça permet de optimiser le foncier. Là, on était sur des bâtiments d'1 ou 2 étages. Là maintenant, on va être, oui. Ou soit on va faire, par exemple, il y a un bâtiment qu'on a fait à côté de l'aéroport de Paris, qui en fait, c'est 2 étages, mais on a fait des mezzanines. Donc c'est 19 cellules. On va faire 3 bâtiments. Entre 5 et 6 000 mètres carrés chacun. Et donc ça permet d'optimiser avec une flexibilité également sur des cellules qui vont être à 450 mètres carrés jusqu'à 1500. Donc en fait, c'est la flexibilité qu'on va permettre donc aux investisseurs et aux développeurs, promoteurs, utilisateurs, mais c'est également cette optimisation. Et puis après, n'oubliez pas que quand les collectivités ont un intérêt sur la partie donc emploi, ils vont faire aussi plus d'efforts également sur les permis. Mot de la fin, Alexandre André d'Altorheim. Vous nous parlez des club deals. L'espoir de rentabilité, il est autour de combien? Aujourd'hui, on est autour de 6%, 6 plus 6 moins, ce qu'on appelle le cash on cash moyen qu'on sert à nos investisseurs sur une durée de 10 ans. Il est autour de 6,5. Alors bien évidemment par garantie, il y a toujours, voilà, dans un cadre régulé, on ne s'engage pas sur cette rentabilité, mais voilà, il est sécurisé. Il est autour de 6%. Et la fiscalité qui s'applique quand on est dans un club deal, rappelez-nous un peu de pédagogie. La fiscalité, ça va dépendre de la façon dont va investir l'associé. Soit il vient à l'impôt sur le revenu, ou soit il vient à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu, c'est classique comme qu'on achète un appartement, un studio. Et l'impôt sur les sociétés, c'est via généralement une holding. Donc, ce sont des investisseurs qui sont généralement chefs d'entreprise. Ils créent leur holding. On est à l'impôt sur les sociétés et on va pouvoir, par ce biais, amortir comptablement le bien, ce qui fait que la fiscalité va être optimisée dans ce cadre-là. Merci beaucoup Alexandre André, président d'Altorheim.